Mes chers compatriotes, alors que débute au Parlement l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2021, je souhaite m'adresser à vous au sujet du plan de relance gouvernemental, en partie contenu dans ce texte. La crise économique et sociale que notre pays connaît, du fait du Covid-19, est sans précédent. Avec une récession de près de 10% en 2020, un déficit de la sécurité sociale qui se creusera de 70 milliards d'ici à la fin 2021, notre pays fait face à un défi gigantesque. Des centaines de milliers de Français pourraient voir leur emploi menacé et nombre d'entre eux risquent de basculer dans la précarité. À cette situation de crise, le gouvernement a répondu par un saupoudrage de mesures techniques, baptisé du nom de France Relance. Ce plan n'est ni à la hauteur des enjeux de l'urgence, ni en phase avec les défis stratégiques que notre pays connaîtra dans les prochaines années. Si j'ai choisi de m'exprimer sur ce sujet, c'est d'abord pour mettre en lumière les faiblesses de ceux qui se désignent pourtant comme une élite infaillible. Mais c'est aussi et surtout pour vous présenter les principales mesures que nous aurions prises. La paupérisation continue de la France depuis 30 ans, fruit des choix désastreux de notre personnel politique, appelle un sursaut. Les solutions que nous prenons en matière économique, en matière de santé, en matière d'environnement et d'aménagement du territoire sont une réponse crédible et efficace face à la situation que connaît la France. Mes chers compatriotes, ce plan de relance est une suite d'exagérations et de contre-vérités. La première d'entre elles, c'est son montant. On nous annonce 100 milliards d'euros. Fort bien. Comment arrive-t-on à ce chiffre ? La réponse est en additionnant des dispositifs déjà annoncés depuis des mois et un saupoudrage de nouvelles mesures. On peut citer le plan jeune, annoncé fin juillet, 6,5 milliards d'euros, de nouveau comptés dans le plan de relance. Les mesures du Ségur de la santé, tenues pendant l'été, 6 milliards d'euros, de nouveau comptés dans le plan de relance. Les secteurs clés et l'innovation technologique, 3,55 milliards d'euros financés par le programme d'investissement d'avenir, de nouveau comptés dans le plan de relance. Les dépenses budgétaires supplémentaires ne sont en réalité que de 56 milliards d'euros et non de 100 milliards, et de surcroît étalés sur 4 ans. Il y a en effet pour 46 milliards d'euros de garanties de crédit déjà engagées et de financement à rembourser ultérieurement par les Français. 100 est un chiffre rond, il impressionne. Mais quand on creuse, la réalité est tout autre. La deuxième manipulation réside dans ces conditions de financement. Le gouvernement nous répète à l'envi que sur ces 100 milliards, 40 ont été financés par l'Union européenne. Or, c'est tout simplement faux. En réalité, la France a accepté, dans le seul but de réaliser ce fameux saut fédéral, appelé de ses vœux par le président de la République, de s'endetter à de moins bonnes conditions que si elle l'avait fait seule. En effet, trop peu de Français le savent, mais la France peut aujourd'hui s'endetter à des taux négatifs à 10 ans. Or, en choisissant de mutualiser la dette au niveau européen, M. Macron a en réalité fait 2 choix nuisibles aux intérêts de la France. Premièrement, cette dette sera souscrite à un taux et à une échéance moins favorables que ceux auxquels la France peut prétendre en s'endettant de façon souveraine. Deuxièmement, puisque cette dette européenne sera remboursée non pas à hauteur des montants perçus, mais à hauteur du poids de chaque État membre dans le PIB de l'Union européenne. La France devra au minimum rembourser 67 milliards d'euros, soit 27 milliards de plus que les 40 milliards soi-disant offerts par l'Union européenne. 27 milliards, c'est plus d'1 point du PIB de notre pays. La France est-elle dans une situation suffisamment favorable pour se permettre de dispenser ses largesses dans l'espoir, à un espoir vain, de réaliser une union fédérale, chimère politique dont personne en Europe ne veut depuis des années? Mes chers compatriotes, je considère que le financement d'un plan de relance ne doit aucunement reposer sur un montage financier défavorable aux intérêts de la nation. À cet effet, comme je l'ai déjà évoqué, j'aurais de mon côté lancé un grand emprunt national, rémunéré à 2%, ayant vocation à rediriger l'épargne des Français vers le secteur productif. Ce dispositif aurait en plus l'avantage de réduire la vulnérabilité de notre pays aux marchés financiers internationaux et de permettre au peuple français de participer directement à l'effort de redressement économique de notre pays. Les besoins de financement restants seraient couverts quant à eux par un recours à l'emprunt souverain de la France en profitant à plein des taux négatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont notre pays peut bénéficier.
Il s'agit d'impulser une vraie dynamique entrepreneuriale au bénéfice de l'emploi et du pouvoir d'achat dans un cadre sécurisé pour les épargnants français. Enfin, et c'est sans doute le plus grave dans ces circonstances, ce plan manque de pertinence. Tout d'abord, les dispositifs proposés aux entreprises françaises sont d'une complexité administrative kafkaïenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai proposé, dès le début de la crise, de constituer un fonds de relance de proximité ayant vocation à soutenir les entreprises de moins de 1000 salariés sous forme de quasi-fonds propres remboursables sous 10 ans. Le but d'un plan de relance est théoriquement d'agir fortement et dans des délais très courts sur l'économie. Or, à la différence des prêts garantis par l'État, les fameux PGE proposés aux entreprises dans les premiers mois de la crise, qui étaient facilement accessibles, le gouvernement instaure avec ce plan de relance un labyrinthe technocratique. Pour beaucoup de TPE-PME qui n'ont pas les moyens leur permettant de constituer des dossiers de demande aussi complexes, la conséquence est simple. Elles sont littéralement privées d'accès aux aides publiques dont elles auraient pourtant tant besoin. C'est, je crois, un tout autre mode de financement des entreprises, en particulier pour les TPE-PME, qui devrait être mis en œuvre. Une partie des prêts garantis par l'État déjà octroyés aux entreprises pourrait être convertie en fonds propres, en proportion des pertes de chiffre d'affaires subies. Cette méthode permettrait une reprise immédiate et forte de l'investissement des entreprises en leur faisant confiance et en contrôlant a posteriori l'utilisation des fonds plutôt que de multiplier les barrières administratives à l'entrée de ces dispositifs. Si ce plan n'est pas pertinent, ce n'est pas seulement parce qu'il est complexe. C'est aussi et surtout parce qu'il se montre incapable de répondre aux problématiques auxquelles la France doit déjà faire face et devra répondre dans les prochaines années. En réalité, le président de la République et son gouvernement ont opté pour un saupoudrage de mesures sectorielles sans grande cohérence. Dans l'industrie, ce sont ainsi tous les secteurs indistinctement qui vont être soutenus par des subventions sans aucune logique véritablement planificatrice. Dans les fameux secteurs stratégiques qui font l'objet d'un volet du plan de relance, où sont l'agriculture, l'énergie, l'éducation. Aux agriculteurs, on propose encore des aides modiques et qui sont en plus conditionnées à l'acceptation de normes environnementales toujours plus folles et étouffantes, alors que nombre de produits importés ne les respectent pas. Au secteur du nucléaire, on consacre des sommes ridiculement faibles, sans évoquer la rénovation de notre parc, alors même qu'il s'agit d'un enjeu d'indépendance stratégique. Pour la formation des jeunes, on nous parle encore de soutenir l'apprentissage par des aides temporaires, sans poser comme préalable la fin du collège unique et la revalorisation de ce magnifique outil d'accès à l'emploi. Dans le secteur de la santé, là encore, les paroles ne sont jamais suivies d'actes. Alors que l'épidémie de Covid reprend, où sont les lits supplémentaires promis par le gouvernement lors du Ségur de la santé? Où sont les mesures pour mettre un terme à l'étouffante bureaucratie des agences régionales de santé, dont l'ensemble des professionnels médicaux dénoncent le rôle néfaste depuis des années? Enfin, qu'en est-il des mesures de souveraineté industrielle, évoquées il y a quelques mois, permettant effectivement de relocaliser des secteurs d'activité dont l'absence pendant la crise a montré la vulnérabilité de notre économie. Le 1% de ce plan de relance sont ridiculement en deçà des besoins de notre pays. La souveraineté industrielle aurait pu également passer par une politique active avec effet immédiat de soutien aux infrastructures routières, ferroviaires, à la construction et à la transition écologique. Pour ce faire, une part importante des milliards d'euros destinés à l'éolien aurait pu être réorientée vers cet objectif. Enfin, pour conclure, je souhaiterais insister sur l'insuffisance des mesures à l'égard des PME-TPE, véritable angle mort de la politique du gouvernement qui concerne nos petites entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos agriculteurs, nos indépendants ou encore nos auto-entrepreneurs. Comme je l'ai souligné précédemment, il faut maintenant faire évoluer le dispositif des PGE, notamment en transférant une partie des encours en fonds propres et quasi-fonds propres. Cette mesure doit s'appliquer en priorité aux PME-TPE. Le plan de relance aurait à l'évidence dû envisager ce type de mesure dès sa présentation, ce qui aurait précisément permis de gagner du temps et de lever les incertitudes pour les entreprises qui sont déjà dans l'impossibilité de rembourser les financements obtenus au moment du confinement. Pour les TPE-PME, le dispositif de 3 milliards d'euros du plan de relance n'est ni à la hauteur des besoins en volume,
ni en capacité de se mettre en place dans des délais courts, alors que l'automne risque de voir se multiplier les redressements et liquidations judiciaires. Ces 3 milliards sont appelés à accompagner un dispositif de fonds d'investissement locaux et nationaux et à favoriser la mise en place de seulement 10 à 20 milliards d'euros de financement de haut de bilan, nécessitant la mobilisation des banques, des assurances et des investisseurs. Ce dispositif prendra donc 12 à 24 mois pour se mettre en place. Ainsi, la voie choisie par le gouvernement ne permettra malheureusement pas de répondre aux problèmes que connaissent aujourd'hui nos entreprises. Plus grave, ces dispositifs ne pourront pas concerner l'ensemble de nos 3,7 millions de PME, TPE, entrepreneurs. Tout simplement car aucune organisation n'est capable de traiter un tel volume avec la procédure en vigueur. Seule une procédure à critères prédéfinis et engagement automatique peut traiter plusieurs millions de dossiers. Du reste, le gouvernement en est bien conscient, ce sont seulement 20 000 entreprises qui sont appelées à en bénéficier. Or, l'emploi et la croissance sont à aller chercher dans ces 3,7 millions d'entreprises. Comme déjà évoqué en avril dernier, j'ai proposé un dispositif simple et vertueux pour mobiliser immédiatement 10 milliards d'euros en fonds propres et quasi-fonds propres. Si le gouvernement avait mis en œuvre ce dispositif au second trimestre 2020, comme nous le suggérions, il serait aujourd'hui pleinement opérationnel et les entreprises françaises de moins de 1000 salariés en auraient toutes bénéficié. Enfin, ce plan devrait être tourné vers le désenclavement territorial, afin de développer un localisme réellement perceptible par les Français vivant éloignés des métropoles. Ce désenclavement territorial devrait concerner en priorité l'offre de santé de proximité, ainsi que les infrastructures routières et ferroviaires pour favoriser l'irrigation des territoires. Voilà, mes chers compatriotes, les grands axes que je souhaitais vous présenter pour le plan de relance. Depuis des mois, notre mouvement travaille à la constitution d'un programme économique capable de remettre notre pays à flot. Loin des demi-mesures du gouvernement, le Rassemblement national souhaite poser les bases d'une économie enracinée dans nos territoires. Une économie créatrice de valeur et d'emplois. Une économie préservée de la concurrence internationale déloyale. Il est impératif que la France retrouve les conditions de sa grandeur. La grandeur de la France, mes chers compatriotes, passera par l'identification de priorités économiques dans lesquelles notre pays doit investir au cours des prochaines années. Il en va de la capacité de notre pays à reconquérir son rang économique sur le plan mondial. Ensemble, nous y parviendrons.